Donc je vais essayer de montrer beaucoup de choses, mais il faut prendre ça un peu de manière légère et il y a j'espère des choses qui vont vous intéresser. Donc je vais aussi parler un peu du travail qu'on mène ici à la Salpêtrière, à l'ICEM. Donc je vais être parfois très précis, peut-être pour des gens qui sont plus intéressés par les éléments plus scientifiques. Et donc on m'a demandé de parler un peu des enjeux sociétaux du neurofeedback, ce qui est une question, à mon avis, piège et difficile. Moi je vais parler des enjeux sociétaux et aussi scientifiques, ce qui est plus facile pour moi d'aborder un peu. Donc je vais en fait faire deux grandes parties, une partie un peu générale et une partie qui est un peu plus scientifique sur en particulier ce qu'on veut faire actuellement, ce qu'on fait actuellement dans mon groupe. Donc les enjeux sociétaux, d'après moi, on a souvent un peu parlé, mais d'après moi, le neurofeedback est un peu au centre dans ce qu'on pourrait appeler les neurotechnologies, qui sont actuellement en train se développer, et en particulier dans le domaine non médical. Donc beaucoup de gens de l'auditoire sont des médecins, mais on voit quand même une explosion actuellement de ce qu'on pourrait appeler des neurodispositifs, des choses qu'on met sur la tête, des capteurs, qui permettent un certain nombre de choses. Donc je voudrais un tout petit peu parler de ces éléments-là. Je pense que c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant. Il y a bien sûr pour chacun des scientifiques ou des médecins, on peut dire oui, ce sont des gadgets, ça ne nous concerne pas, ce ne sont pas des études scientifiques, mais néanmoins, c'est quelque chose qui a une réalité maintenant sociale. Et c'est très important, à mon avis, de l'aborder, de réfléchir et de comprendre aussi s'il y a des bases scientifiques aussi à ces dispositifs. Donc je voudrais un peu parler, j'ai fait un petit choix de dispositifs que je connais un peu, et je vais vous montrer un tout petit peu les choses. Mais néanmoins, je pense que la communauté de neurofeedback doit être attentive à ce genre de neurodispositifs, en particulier pour le grand public, parce que finalement, la notion de neurofeedback est à la base souvent de ces dispositifs. Donc, peut-être vous connaissez ce dispositif de NeuroSky que moi j'utilise beaucoup en fait pour pendant les cours ou alors pour les journées portes ouvertes. J'ai toujours impressionné par le fait que les enfants adorent ce genre de jeux. Donc moi je les appelle les neurojeux. Donc NeuroSky a développé donc ce capteur unique avec un seul capteur sec ici, avec ce bandeau connecté avec Bluetooth sur un ordinateur, et on a un certain nombre d'applications de ce type qui sont proposées. C'est particulièrement intéressant parce que ce système est rigide, c'est-à-dire que ça permet d'enregistrer toujours FP1 ou FP2 de manière relativement systématique, et la qualité du signal est suffisante. Moi je suis un scientifique, j'ai vu beaucoup de EEG, je suis pas totalement... Enfin, je trouve que la qualité du signal est suffisante pour pouvoir enregistrer les activités du cerveau avec ce type de système. Alors, ce que les gens proposent, c'est deux types de paramètres liés à l'attention. Donc, probablement le bêta est lié à ce qu'ils appellent méditation, donc la relaxation liée probablement à l'alpha, ou des ratios alpha sur des fréquences rapides. Et ça, c'est à mon avis quelque chose qui existe depuis plusieurs années, qui utilise finalement cette notion de neurofeedback et qui permet à des enfants ou à des personnes de s'entraîner à une certaine manière, à booster un certain nombre d'activités dans leur cerveau. Je pense que c'est la base de beaucoup de développement actuellement, en particulier Adam Gazzaley de UCF, en fait, travaille beaucoup sur ces smart game, donc c'est ces jeux qui rendent intelligents. Il y a quelques années, dans Nature, il a publié ses résultats sur en particulier les personnes âgées. Donc il a développé en fait un jeu vidéo qu'on appelle le NeuroRacer, qui est un jeu vidéo, donc vous êtes sur une voiture, une route virtuelle, et il y a en fait une multitâche. Donc il faut à la fois suivre la route et de temps en temps il y a des panneaux qui viennent, et donc il faut être très attentif et justement être attentif à deux formes de processus différents. Et le résultat principal ici, c'est qu'il a montré pour les personnes âgées que ce multitasking en fait peut s'adapter. Donc les personnes âgées peuvent acquérir de nouvelles habilités, peuvent développer de nouvelles habilités à développer leur attention de manière différente des gens qui ne font pas ce jeu. Donc ça ouvre à mon avis, et donc en particulier donc il a rapporté l'augmentation du θ chez ces personnes âgées liées à l'apprentissage de ce jeu vidéo, et ça ouvre à mon avis un grand nombre de perspectives pour faire des jeux vidéo qui prennent en compte l'activité disons frontale en particulier. Ce qui est aussi très développé, c'est tout ce qui est un peu dispositif lié à la relaxation. Donc, par exemple, ici, ce qui a été développé, c'est le bandeau connecté de Muse.
Donc c'est une entreprise canadienne qui s'appelle Interaxon qui propose ce dispositif. C'est un dispositif qui, je trouve, aussi marche très bien, que j'ai testé moi-même et qui marche très bien. Donc il y a 4 capteurs actifs que vous voyez. Il y a 2 capteurs frontaux et 2 capteurs au niveau temporal. Le design est très joli, et également par Bluetooth. Vous avez une connexion avec votre smartphone et ça donne un certain nombre d'informations. Une application qui sont développées tout récemment, c'est lié à la relaxation, ce qu'ils appellent la méditation. C'est qu'il faut fermer les yeux, il faut se mettre dans une posture relativement droite, et la musique indique, c'est un bruit d'eau ça indique d'une certaine manière le niveau plus ou moins d'alpha que vous avez. Et vous devez apprendre sur des petites séances à réguler donc ce bruit. Et vous avez donc à la fin de la séance un display de l'activité de l'alpha. Vous pouvez d'une certaine manière contrôler cette activité et vous pouvez faire cet entraînement sur plusieurs jours. Donc c'est quelque chose qui a été proposé donc comme un entraînement à l'attention, et donc tout le design est très zen, donc très lié en fait à la méditation. Un autre dispositif qui est développé, qui a été d'ailleurs développé par 2 thésards de l'ICEM, qui ont développé une start-up qui s'appelle My Brain Technologies, et qui est un casque qui s'appelle MeloMind. Donc c'est un casque MeloMind, il faut s'imaginer les 2 choses, mélodie et puis mind, l'esprit. Donc MeloMind, en fait, c'est ce casque connecté également sur smartphone qui contient plusieurs capteurs, donc je crois qu'il y en a 4 ou 5, dans ce cas-là, qui analyse l'alpha au niveau pariétal et au niveau occipital. Donc là également, il y a un feedback par la musique, et l'objectif, donc, c'est effectivement de réguler ses activités alpha. Et vous avez un display sur votre téléphone portable qui vous donne d'une certaine manière votre niveau d'attention et la manière dont vous pouvez l'entraîner sur des très longues périodes. Donc pour certaines personnes, ça a l'air des gadgets. Pour moi, je pense qu'il faut prendre ça plus sérieusement que ça, parce que c'est quelque chose qui permet véritablement, à mon avis, un entraînement simple à la maison de l'attention. Et ça peut se rapprocher, même si ce n'est pas directement lié, mais ça peut se rapprocher à tout ce qu'on connaît sur les effets de la méditation sur le cerveau. Vous savez qu'il y a un grand domaine qui s'est ouvert, souvent on appelle la pleine conscience, sur la manière dont un entraînement de l'attention, quelque chose de relativement intensif, permet en fait d'éduquer son attention, et cet entraînement de l'attention a des conséquences très bénéfiques sur la physiologie, sur le corps, sur le fonctionnement cérébral. Donc ça a été particulièrement développé par, bien sûr, John Kabat-Zinn, qui a mis en place tout le programme de la pleine conscience pour la gestion du stress et pour les gens qui ont des grandes douleurs. Ça a été problématisé de manière plus scientifique par Richard Davidson, qui est à Wisconsin, qui travaille beaucoup avec Mathieu Ricard, que vous voyez ici sur la photo, et un ami à moi, Antoine Lutz, qui est aussi un ancien étudiant de Francisco Varela. Et ils ont vraiment essayé de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on commence à méditer pendant, par exemple, quelques mois. Et les effets sont particulièrement intéressants. On voit, par exemple, que le système immunitaire réagit énormément à ces époques d'entraînement de l'attention. Ils ont montré, par exemple, que le virus de la grippe, si on vous donne d'une certaine manière un vaccin contre le virus de la grippe, mais votre corps, lorsque vous faites ce programme de méditation, génère beaucoup plus d'anticorps que si vous ne faites pas ce type d'entraînement. Donc il y a vraiment des conséquences directes sur le bien-être, sur la santé, sur une certaine manière, et l'attention. Donc ce type de neurodispositif qui vise à contrôler d'une certaine manière les rythmes cérébraux peuvent effectivement avoir une conséquence sur le bien-être et la santé des personnes. Un autre grand domaine dans lequel ces neurodispositifs se développent, c'est tout ce qui est sommeil. Donc, il y a une entreprise française et qui, en fait, est fortement liée aussi à l'ICM, une start-up qui s'appelle Dream, qui développe en fait un bandeau connecté qui permet d'améliorer le sommeil. Donc, vous mettez ce genre de bandeau sur votre tête, et en fait, le bandeau, en temps réel, regarde si vous dormez, regarde si vous avez des patterns particuliers de sommeil qu'on appelle les ondes lentes. Ce sont des ondes très très lentes qui apparaissent dans le stade 3-4 pendant votre sommeil, et fait des petits bruits à ce moment-là. Et on sait que si vous faites des petits bruits pendant le sommeil lent, eh bien ça peut booster ces ondes lentes liées au sommeil. Et ça marche particulièrement. Là, il y a un article dans Neurone qui a montré effectivement qu'on peut booster ces rythmes lents par des petites stimulations périphériques, et on a également des conséquences sur le long terme, en particulier une conséquence sur la consolidation de la mémoire. C'est que si vous dormez mieux,
pouvez mieux consolider votre mémoire, et donc ils ont rapporté un effet sur la rétention, donc sur la mémoire épisodique chez les sujets. Donc ce type de bandeau est particulièrement, disons, intéressant, et donc utilise donc un système d'EEG qui en temps réel pilote des stimulations auditives et améliore le sommeil. Ce bandeau aussi est utilisé pour, il s'appelle iWinks, qui est utilisé pour l'induction des rêves lucides. Ça, c'est déjà connu depuis longtemps. Si on vous dit que vous êtes en stade de REM, eh bien, vous devenez conscient que vous êtes en train de rêver et vous pouvez, d'une certaine manière, développer ce qu'on appelle la lucidité. C'est la capacité de contrôler vos rêves. Donc, et ça, c'est un bandeau qui est développé et il met la lumière en route lorsqu'on sait qu'il y a un stade de REM. Et en ce moment-là, on n'est pas réveillé. La lumière vous indique dans votre rêve « Ah tiens, je suis en train de rêver ». Ça permet de développer une habilité particulière de contrôler les rêves. Donc, c'est un des dispositifs aussi qui est aussi développé actuellement. Bien sûr, il y a tout le domaine des stimulations transcrâniennes. Donc, je ne vais pas ici trop aborder les choses. Il y a un stand, je crois, qui a présenté ça ici. C'est un domaine aussi qui explose littéralement. Et c'est parce que c'est très, très simple d'utilisation. Vous mettez 2 électrodes et vous mettez un petit courant correspondant à une pile de 9 volts entre ces 2 électrodes. Vous faites un petit champ électrique et ça a une influence sur l'activité cérébrale. C'est étonnant, mais beaucoup de résultats semblent aller dans ce sens. Et il y a tout de suite des startups, en particulier américaines, qui ont pensé à la bonne idée. Par exemple, ce type de système est commercialisé pour le grand public. Hein. C'est d'ailleurs très étonnant. Et peut-être il y a des mises en garde peut-être à mettre dans ce cas-là, mais particulièrement utilisé pour des gamers, donc des gens qui veulent augmenter leur performance aux jeux vidéo. Donc c'est 4 électrodes qui stimulent électriquement le cerveau, donc le cortex frontal, et une amélioration est promise aux utilisateurs. Une autre application qui est développée, c'est l'application Sync, qui vient aussi de sortir, qui est en fait la régulation de l'humeur. Donc là, l'idée, c'est de faire un courant électrique entre le front et puis derrière l'oreille, en particulier la nuque. Probablement, il stimule le système nerveux parasympathique ou sympathique. Et donc là, vous avez sur votre smartphone la possibilité d'avoir 2 modes. Vous avez un mode où ça vous active, vous êtes fatigué, vous voulez être un peu plus actif, ou alors un mode dans lequel vous vous sentez trop actif et vous voulez un peu vous relaxer. Donc il y a 2 modes qui sont possibles et probablement une stimulation électrique du système nerveux sympathique et parasympathique. Mais en tout cas, ça c'est aussi des applications qui se développent beaucoup actuellement. Également, tout ce qui est réhabilitation et également tout ce qui est, on pourrait dire, extension sensorielle. Alors, vous connaissez, cette personne est très très connue, mais cette personne est connue, elle a un déficit en fait. Cette personne, c'est un artiste espagnol, et il s'appelle Neil Arbison, et il a un déficit pour reconnaître les couleurs. Et on a fait un dispositif qui consiste à une petite caméra qui convertit les couleurs en stimulation sonore, qui en particulier sont des stimulations osseuses, donc personne n'entend qu'il y a des sons, mais lui, il les entend très très bien, et il peut voir d'une certaine manière, il peut entendre d'une certaine manière les couleurs. Et c'est un système qui marche très très bien, il l'utilise de manière permanente. Même la photo sur son passeport a ce système-là, donc il est particulièrement fier de le porter. Mais en tout cas, ça lui permet également, pas seulement de voir les couleurs, d'entendre les couleurs, mais permet aussi de voir des gammes beaucoup plus élargies, comme par exemple les infrarouges ou les ultraviolets. J'ai bien aimé aussi la démo qu'il a fait. Là, c'est un autre chercheur qui s'appelle David Eggleman qui a fait un TEDx, donc une conférence TED qui a particulièrement été étonnante, dans laquelle en fait il avait une veste qui lui donnait des stimulations mécaniques de son dos. Et ces stimulations mécaniques étaient en fait liées au tweet qu'il recevait pendant la conférence. Donc, si l'étude était positive, il avait un certain type de stimulation de son dos. Si l'étude était négative, une autre. Et il pouvait suivre, c'est une conférence qui avait beaucoup de succès, il pouvait suivre en direct, par les simulations de son dos, ce que le public pensait de sa présentation. Donc ça, c'est aussi très, très intéressant pour la réhabilitation des patients, particulièrement des patients sourds. Mais l'idée, c'est d'utiliser en fait ces dispositifs pour étendre d'une certaine manière la gamme perspective. Et c'est une vieille idée finalement de Baccarat, de la suppléance perceptuelle. Donc on peut échanger les sens, on peut échanger le sens de la vision par le sens de la toucher et réciproquement. Également, dans ce domaine, il y a toute cette explosion qu'on pourrait appeler le quantified self. Donc en français, on dit l'autoquantification,
la quantification de soi, mais il y a vraiment un développement extraordinaire qui commence à se faire. Et donc ça correspond au développement de multiples senseurs qui enregistrent vos pas, mais pas seulement vos pas, votre rythme cardiaque, votre respiration, mais également l'activité cérébrale. Et donc ça vous donne un certain nombre de quantifications de ce type sur la manière dont vous dormez, la manière dont vous avez une activité physique, etc. Donc il y a une quantification permanente par ces nouveaux capteurs qui sont très très petits du corps et cerveau inclus, qui est nouvelle et qui commence à apparaître. Donc on peut suivre vraiment l'activité des sujets sur des très très longues périodes, sur des mois et des mois. Et l'idée de ces personnes, c'est qu'on peut seulement contrôler ce qu'on peut mesurer. Donc, par la mesure de leur activité physique ou cérébrale, ils peuvent avoir un certain feedback qui leur permet d'une certaine manière d'essayer de l'améliorer, de les contrôler. Ça, c'est un peu l'idée de base. Ça reste un peu, disons, dans le domaine un peu, peut-être... mais néanmoins, ici à l'ICM, on développe un système qui est semblable, mais pour les épileptiques. Pour les patients épileptiques, on a développé ce qu'on appelle... donc c'est une firme, une start-up qui est ici en pépinière au deuxième étage de l'ICM, qui s'appelle BioSerenity. Et on développe un dispositif qu'on appelle le Neuronaut, vous le voyez ici. C'est un dispositif dans lequel vous avez beaucoup de capteurs, donc les capteurs d'oxymétrie, des capteurs de l'ECG, vous avez aussi la respiration et beaucoup d'autres capteurs, et incluant l'activité cérébrale, qui est aussi enregistrée avec un bonnet qui est très très léger. Donc c'est une sorte de vêtement connecté et qui est fait pour les patients épileptiques. Et le but, c'est de suivre les patients, donc leur permettre de sortir de l'hôpital, de le suivre sur les très longues durées, et les données enregistrées par l'intermédiaire de leur smartphone sont envoyées à un serveur dans lequel il y a des calculs qui sont faits. Donc les médecins pourront avoir un accès aux données, mais également ce serveur fait des calculs sur l'état en temps réel du patient. Et en particulier, notre rêve serait de développer un système qui permet d'alarmer les patients de leur crise d'épilepsie. Vous savez, les crises d'épilepsie, les patients épileptiques ont des crises de temps en temps, c'est pas permanent. Donc de temps en temps, ils ont des crises. Et donc l'objectif de ce neurodispositif est une certaine manière d'alarmer le patient pendant les crises, alarmer aussi l'entourage des patients. Et donc ça, c'est donc possible par cette miniaturisation des capteurs qui actuellement sont disponibles. Il y a également donc, tous ces mouvements de biohacking, donc des gens qui développent en fait ce qu'on appelle les tech-tats. Donc ce sont des tatous intelligents dans lesquels sont des tatous connectés qui vous donnent un certain nombre d'informations sur votre corps. Là, il y a quelque chose de très intéressant de Todd Coleman, qui est un scientifique qui est à San Diego, qui a développé ces formes de tatou qui, lorsqu'on le regarde de plus près, en fait, vous avez des capteurs ECG, des capteurs EEG, avec une antenne qui vous permet de transmettre les données. Donc vous avez possibilité, avec ce petit timbre que vous collez de manière très, très discrète sur votre front, de suivre l'activité cérébrale. Suivre l'activité cérébrale sur les très longues durées. Ça ouvre, à mon avis, quelque chose de particulièrement intéressant pour justement la collecte de données de G sur le très long terme. Voilà, donc, comme je vous l'ai dit, donc c'est pas exhaustif. Il y a énormément de choses qui vont sortir sur le marché, qui vont se développer. Donc, moi, je pense qu'il y a un très grand intérêt à ce genre de neurotechnologie. Je pense qu'il faut le prendre au sérieux. Il faut le prendre au sérieux. Il faut bien voir, bien sûr, les dangers sur les personnes. Les stimulations transcrâniennes me semblent un dispositif qui sont particulièrement non connus. Enfin, les effets à long terme sont peu connus. Donc, il faut être un peu plus prudent. Et je pense qu'on devrait développer une législation qui permette un peu mieux de contrôler un tout petit peu ces dispositifs. Néanmoins, je pense qu'il y a des éléments très positifs. Un des éléments positifs que vous connaissez tous dans le neurofeedback, c'est d'être l'agent de son propre changement. C'est qu'on est nous-mêmes responsables. On a tout à l'heure parlé d'empowerment, mais je pense que c'est également le terme. C'est que les gens sont beaucoup plus responsables d'eux-mêmes par l'intermédiaire de ces dispositifs qui peut, d'une certaine manière, lui donner des informations sur leur corps. Également, on développe aussi la responsabilité sur le long terme, donc en dehors du contexte hospitalier ou médical ou de chercheurs, ce sens de la responsabilité par rapport à leur comportement. Est-ce que ce que je fais est bon ou pas sur ma santé? Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, est particulièrement intéressant. Ce qui est, par contre, moins, je pense, développé, dans lequel il faut réfléchir, c'est de développer un cadre réglementaire qui permet justement de mieux comprendre les effets à long terme. Donc, justement, que les chercheurs doivent vraiment être impliqués dans ces neurodispositifs, ne pas les rejeter en bloc, mais dire, bon, peut-être il y a des choses intéressantes, mais de mieux comprendre, de cette manière, les effets, en particulier à long terme, est quelque chose qui est, à mon avis, important. Et également, le gros problème, c'est l'anonymisation des données. Il y a beaucoup de données qui sont collectées. Actuellement, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et tout est
il y a des problèmes, à mon avis, au niveau du consentement, la confidentialité, le fait qu'on a droit à l'information ou pas. Donc, ce domaine-là, à mon avis, ouvre un certain nombre de questions particulièrement importantes au niveau des droits et de l'anonymisation des données. En tout cas, ce sont les questions, à mon avis, qui vont se poser dans le futur. Alors ça, c'est un peu plus ou moins la première partie de ma présentation. Et maintenant, je vais plus parler un peu des aspects plus recherche, et en particulier l'enjeu que le neurofeedback, d'après moi, a pour les neurosciences. Donc, c'est un peu banal, et surtout pour votre communauté, mais je vais quand même le répéter, c'est que on ne sent pas son cerveau fonctionner. Donc c'est très simple, mais on n'a pas un accès conscient, d'une certaine manière, au fonctionnement du cerveau. Lorsque vous regardez vos mains, vous voyez vos mains fonctionner, ou vous sentez votre cœur fonctionner, donc vous avez un accès conscient à son fonctionnement. Ce n'est pas le cas du cerveau. Et donc si je vous demande quelle est l'activité de votre système frontal, vous ne pouvez pas répondre à la question. Donc il y a quelque chose de particulièrement étonnant au niveau du cerveau, c'est qu'il y a ce que les gens ont appelé un gouffre explicatif. C'est qu'entre ce que vous ressentez, votre esprit, et puis votre cerveau, en fait, il y a un gouffre. Il y a quelque chose qui est différent. Et en fait, le cerveau, en fait, on a des informations sur le cerveau uniquement par le biais de la science, par le biais d'instruments qui permettent d'enregistrer son activité. Donc c'est quelque chose qui est indirect, et ça pose le problème, effectivement, de ce gouffre explicatif entre ces deux domaines de connaissances, d'une certaine manière. Et je pense que le neurofeedback permet, d'une certaine manière, de rapprocher ces deux domaines qui sont très très différents, qui est d'un côté, bon, tout ce qui est, moi je l'appelle l'esprit, en français c'est difficile de le traduire, mais en anglais c'est le mind, donc tout ce qui est perception, tout ce qui est pensée, et avec l'activité véritable dans votre cerveau. Et il y a un dialogue qui s'établit. Donc il y a un dialogue qui peut être extrêmement productif, un dialogue qui s'établit dans ces interactions. Et ça peut ouvrir en fait la voie à ce qu'on pourrait appeler la neurophénoménologie. Donc la neurophénoménologie est une discipline, un programme qui a été développé par Francisco Varela, celui que vous voyez là-haut, qui est malheureusement mort il y a quelques années. Mais le projet de la neurophénoménologie, c'est justement d'accepter que, d'une certaine manière, la perspective à la première personne, donc ce que ressentent les patients, c'est une information très importante. Ce n'est pas la rejeter, mais de dire que c'est une connaissance comme une autre que la personne peut proposer. Mais de le rapprocher de ce qu'on connaît sur le fonctionnement du cerveau. Donc on a deux perspectives, deux formes de connaissance. D'un côté, la connaissance à la première personne, donc c'est l'esprit, d'une certaine manière, et la connaissance à la troisième personne, qui est médiée par les neurosciences, et d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une communication, un dialogue qui s'établit entre ces deux domaines de communication. Donc aucune volonté de réduction, on ne réduit pas, d'une certaine manière, l'esprit au cerveau, mais également pas aussi une distinction radicale en disant ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut enregistrer dans le cerveau. Donc il y a une ouverture, une tentative d'un dialogue entre ces deux domaines de connaissances. Donc alors pour moi, plus précisément, je suis très intéressé par et je pense que ça c'est un enjeu dans le domaine, de voir en fait comment, jusqu'à où cette possibilité d'autocontrôle peut aller au niveau du cerveau. Donc le cerveau, vous savez que c'est une sorte de mosaïque d'activités. On a les cellules nerveuses, mais on a aussi des petits réseaux qui s'organisent de cellules nerveuses. Vous avez, au niveau macroscopique, l'ensemble du cerveau qui peut être mesuré. Donc vous avez une sorte de mosaïque de structures et d'activités qui s'emboîtent. Une des questions que moi je me pose tout particulièrement, c'est comment une activité consciente peut, d'une certaine manière, avoir un effet sur ces différents niveaux. Est-ce que, par exemple, le niveau cellulaire peut être affecté par une activité consciente ou pas? Ce genre de questions qui m'intéressent, et à mon avis, ce sont des questions de base pour le neurofeedback. Donc comment, d'une certaine manière, une activité globale peut avoir un effet sur une activité qui est très très locale dans le cerveau. Alors, ça, c'est pour vous montrer un peu la complexité de l'activité cérébrale. Donc, c'est une simulation informatique il y a quelques années. Donc, c'est Eugène Iskevich qui a fait à l'époque une des plus grandes simulations qui a été faite du cerveau humain. Donc, les petits points là correspondent aux décharges de neurones. Il y a des rouges et des noirs parce qu'il y a deux formes de neurones. Il y a les inhibiteurs et les excitateurs. Et là, le cerveau est d'une certaine manière plein. Et là, vous voyez à l'intérieur du cerveau, parce qu'ils ont modulé également, ils ont simulé aussi la boucle thalamocorticale qui organise les grandes activités du système nerveux. Et vous voyez que c'est complexe. Ce que vous voyez aussi, alors ici, c'est une simulation qui dure à peu près 1 seconde. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement ralenti dans le temps. Et ce que vous voyez de manière très surprenante, c'est que les neurones s'auto-organisent d'une certaine manière sur la large échelle. Donc vous voyez, le neurone est tout petit, et vous voyez sur la large échelle, donc au niveau presque du cerveau entier, des patterns qui apparaissent.
et qui disparaissent. Donc il y avait ces formes de spirales qui apparaissent, comme des nuages, qui apparaissent et qui disparaissent. Donc ce sont des patterns de très large, très grande distance, de très grandes, qui apparaissent spontanément au niveau du cerveau. Et donc ça, c'est une coordination temporelle des activités des cellules. Et une des coordinations les plus fortes que vous utilisez probablement dans votre pratique de neurofeedback quotidienne, c'est les oscillations. C'est que le cerveau, par cette auto-organisation des cellules, crée en fait des patterns qui se répliquent dans le temps, qu'on appelle des oscillations. Donc elles sont très très bien connues. Ce qui est très important de savoir, c'est que les oscillations, en fait, pour avoir 100 millivolts d'une activité, un signal de 100 millivolts au niveau d'une électrode extérieure, il faut environ la synchronisation d'1 million de neurones. Donc c'est à peu près, on estime ça à 4 cm² de tissu nerveux, ce qui est énorme. Donc il faut s'imaginer que si vous pouvez enregistrer quelque chose au niveau de vos électrodes à l'extérieur du crâne, eh bien ça nécessite une mise en résonance de très très grands groupes de neurones, et parfois même le cerveau entier, dans le cas du sommeil, par exemple. Donc ça, c'est très important à prendre en compte, c'est qu'une oscillation que vous pouvez détecter au niveau du scalp est quelque chose d'extrêmement macroscopique, extrêmement grossier, on a plusieurs fois dit aujourd'hui. Chez l'animal, beaucoup de gens aussi regardent les oscillations, et en fait, on voit beaucoup d'oscillations qui vont au-delà de ce qu'on connaît au niveau de l'EEG chez l'homme. Donc on a environ 10 classes d'oscillations qui sont de plus ou moins répertoriées. Donc là, elles sont indiquées, donc des plus lentes aux plus rapides. Donc la gamme que l'EEG de scalp peut déterminer, c'est à peu près celle-ci. Donc vous voyez que c'est une petite partie des oscillations qui existent spontanément dans le système nerveux. Ces oscillations, donc il y a à peu près 10 classes d'oscillations, elles ont la particularité, et je pense que ça c'est une des mystères également, elles suivent une loi de log. C'est-à-dire que si on vous mettait le log des fréquences ici, vous voyez que les classes sont alignées sur une forme de ligne. Donc ça veut dire que le centre des fréquences dominantes, θ, bêta, gamma, etc., suivent en fait une certaine organisation qui est une loi logarithmique. Et ça, c'est une des mystères. Personne n'a vraiment trouvé en fait une explication à cette règle, mais c'est une règle qui organise les oscillations les unes par rapport aux autres, qui suit une loi de log. Également, si ce sont des activités qui sont instables en nature, une oscillation apparaît, mais elle disparaît aussi. Si une oscillation est permanente, c'est un mauvais signe pour le cerveau, et c'est souvent un signe d'une pathologie comme l'épilepsie. Également, il y a une autre règle aussi au niveau des oscillations, c'est que si vous avez des oscillations très rapides, ça implique souvent des réseaux qui sont très petits, alors que des oscillations qui sont plus lentes sont des réseaux beaucoup plus larges. Donc c'est l'une des règles, même si elles sont... Il faut prendre un peu des précautions dans les cas particuliers, mais globalement, c'est vrai. Donc si on a une oscillation très lente, ça implique des très grands réseaux. Si on a une oscillation qui est plus rapide, ça implique des réseaux plus petits. Donc ça, c'est plus ou moins ce qu'on sait sur les oscillations. On sait aussi que les oscillations n'apparaissent pas indépendantes l'une de l'autre. Il n'y a pas de l'alpha et ensuite du gamma ou du bêta. Souvent, elles se mixent l'une avec l'autre. Et en particulier, en fait, il y a ce qu'on appelle un couplage entre les oscillations, le couplage des fréquences. Et il y a par exemple cet article de Canolti, il y a quelques années dans Science, qui a montré qu'il y a un couplage, par exemple, entre les activités θ, entre 7 et 8 Hz, et les activités gamma dans les plus hautes fréquences. Donc les oscillations n'apparaissent pas de manière indépendante, mais elles apparaissent souvent couplées les unes avec les autres. Et un des couplages qui existe, c'est ce qu'on appelle un couplage de phase. C'est que, par exemple, des très larges oscillations, par exemple que je représente ici en bleu, eh bien, souvent, en fait, coordonnent des oscillations beaucoup plus rapides, par exemple des oscillations gamma, qui sont des oscillations qui sont beaucoup plus locales dans le cerveau. Donc il y a des cohérences, d'une certaine manière, des modulations des différents groupes d'oscillations, l'une avec l'autre, qui existent dans le cerveau, qui est, à mon avis, importante à prendre en compte. Et également aussi l'hypothèse que les oscillations dans le cerveau, notre cerveau, a un rôle aussi fonctionnel. C'est qu'en particulier, donc, c'est pas qu'une sorte de fumée, c'est de manière de l'activité neuronale sous-jacente des neurones, mais ça a peut-être un sens, et aussi ça permet au cerveau de mieux fonctionner. Il y a un grand nombre d'études, même si ça reste quand même une hypothèse, un grand nombre d'hypothèses qui suggèrent en fait que les oscillations ont un rôle fonctionnel. Et donc il y a toute une littérature, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je pense, les observations les plus
stable dans le temps et la plus forte, c'est une hypothèse qu'a émis Pascal Fries, qui a développé en fait la notion de communication par les oscillations. C'est-à-dire que si vous avez des régions distantes dans notre cerveau qui battent à la même fréquence, eh bien cette oscillation commune permet d'une certaine manière un échange de données, permet à ces deux régions éloignées du cerveau de communiquer l'une avec l'autre. Donc ça veut dire que les oscillations permettent la communication à large distance dans le cerveau. C'est une des hypothèses qui est émise. Mais également, donc, un grand nombre de travaux des neurosciences qui montrent que des rythmes ont, d'une certaine manière, une fonction particulière. Elles permettent, d'une certaine manière, causalement, d'affecter un certain nombre d'éléments, comme par exemple la relation entre θ et la plasticité synaptique, la relation entre l'alpha et puis l'inhibition des rythmes, l'inhibition fonctionnelle de certains types de processus. Donc il y a vraiment un domaine dans lequel l'activité neuronale et les fonctions spécifiques dans le cerveau commencent à être liées, et que même s'il ne faut pas être caricatural en disant qu'une oscillation correspond à une fonction particulière, néanmoins une oscillation peut, d'une certaine manière, avoir une application dans un grand nombre de classes de fonctions, probablement dans le cerveau. Donc ça, c'est un peu la base, peut-être pas du neurofeedback, c'est la base de beaucoup de travaux qui suggèrent que si on arrive à trouver un moyen de booster, entre guillemets, les oscillations, on peut arriver à booster aussi la fonction qui est associée. C'est un peu de manière l'hypothèse un peu sous-jacente, qui est toujours une hypothèse, qui reste quand même, bien sûr, à démontrer, mais c'est quelque chose qui apparaît de manière de plus en plus forte. Alors, moi, je m'adresse donc justement à comment, en fait, le cerveau, une activité très globale du cerveau, peut affecter différents niveaux élémentaires au niveau du système nerveux. Et comme on l'a dit tout à l'heure plusieurs fois, en fait, l'activité que vous enregistrez à partir d'une électrode de scalp est une activité qui est très bruitée. Et en particulier le bruitage lié au fait que le cerveau est plissé, c'est-à-dire que vous avez une géométrie particulière du cerveau qui fait que lorsque vous enregistrez quelque chose avec une électrode ici, vous récupérez en fait le signal de multiples sources neuronales. C'est que, vous voyez, donc et ça c'est lié à la structure plissée du cerveau. Donc ce que vous observez au niveau du scalp est quelque chose qui est extrêmement, disons, bruité, extrêmement déformé, et c'est très difficile vraiment d'associer une activité du cerveau à une activité enregistrée au niveau du scalp à une activité particulière au niveau du cerveau. Alors, c'est souvent le problème qui est posé dans le domaine de l'épilepsie. En particulier ici à la Salpêtrière, on a une unité qui s'occupe des patients épileptiques qu'on appelle pharmacorésistants. Donc c'est des patients qui ne sont pas contrôlés par des médicaments. Donc il y a à peu près 30% des patients, malgré les médicaments, qui continuent à faire des crises. Et ici à la Salpêtrière, on a en fait une unité qui fait ce qu'on appelle une exploration pré-chirurgicale. C'est qu'on propose à ces patients très graves une intervention chirurgicale qui leur permet d'enlever la zone malade dans leur cerveau. Donc cette manière, localisation, ce geste chirurgical nécessite en fait une localisation extrêmement précise des réseaux qui sont malades. Et souvent, en fait, dans les patients, en fait, c'est très difficile de savoir, à partir seulement de l'EEG de scalp, où se trouve l'activité anormale de leur cerveau, les crises en particulier. Donc, on utilise ici, à Paris, mais comme dans beaucoup d'autres centres en France et dans le monde, ce qu'on appelle les électrodes intracrâniennes. Donc, ces électrodes que vous voyez ici sont un IRM. IRM, vous voyez ces petits trucs-là qui correspondent à une électrode intracrânienne. Donc chaque plot d'enregistrement est ici un petit rond noir. Donc il y a ce type d'électrodes qui sont utilisées. On utilise aussi ce qu'on appelle des plaques soudurales. Donc on fait un trou au niveau du crâne et on met une plaque qui permet de faire un échantillonnage du néocortex, donc des régions superficielles du cerveau. Et ce type d'enregistrement permet vraiment de manière très très précise d'enregistrer les activités cérébrales, et en particulier localiser les réseaux épileptiques et les foyers épileptiques des patients. Et pour ce type d'intervention, en fait, les patients restent à l'hôpital. Ils restent souvent plusieurs semaines. On a eu un patient qui est resté 4 semaines à l'hôpital, donc il reste avec ses électrodes dans la tête, et les médecins attendent que les patients font des crises pour enregistrer donc très précisément cette activité anormale dans le cerveau. Donc pendant le reste du temps, souvent ils font rien. Donc ils ont une chambre, ils regardent la télévision, ils ont une toilette, et ils ont un lit et ils ont des activités tout à fait normales. Et de temps en temps, c'est perturbé par leur crise d'épilepsie. Et cet accès de manière à une certaine manière des activités normales en dehors des crises, c'est quelque chose qui, à mon avis, est une énorme opportunité pour les neurosciences, permettre d'enregistrer dans ce contexte clinique directement, d'une certaine manière, les activités du cerveau. Et ça nous donne une résolution qui est souvent en dessous du centimètre carré. Donc vous pouvez enregistrer avec ces électrodes à peu près 1 centimètre cube de tissu neuronal. Et vous avez des activités qui sont très, très précises, très... Par exemple, là, je fais une petite vidéo qui montre l'activité qu'on enregistre sur ces grilles. Donc là, vous avez l'espace.
Donc ici, ce côté-là, ça correspond au côté de la grille, et les couleurs correspondent à l'activité que vous enregistrez au niveau de l'électrode. Et vous avez ce type de pattern qui apparaissent, donc c'est ça que vous voyez là, c'est un pattern très complexe, très discriminant au niveau de l'espace, avec une activité anormale que vous voyez ici. Donc ce n'est pas une activité de crise ici, c'est une activité qui est enregistrée en dehors des crises, mais vous voyez que vous avez une activité qui est très, très précise au niveau de l'espace, avec beaucoup de complexité, et des patterns très, très complexes dans le temps et l'espace. Donc, par ce type d'enregistrement, on a un accès de manière plus, bien sûr, invasive, de manière plus précise à l'activité du cerveau. Donc nous, on était intéressés par utiliser d'une certaine manière ces activités intracrâniennes pour faire du neurofeedback. On s'est demandé, ça n'a pas été encore évalué, est-ce qu'on peut de manière intracrânienne, est-ce que les sujets, est-ce que ces patients épileptiques peuvent de manière volontaire moduler une activité intracrânienne donc, qui est beaucoup plus locale qu'un EEG classique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a demandé aux patients, donc, on a choisi certaines électrodes dans leur cerveau et on a développé donc, un protocole de neurofeedback qui est classique. Donc on a une petite boule qui monte et qui descend en fonction de l'activité intracrânienne dans leur cerveau. On a une barre qu'on doit atteindre et lorsque la barre est atteinte, on a un certain score. Donc, on a fait donc, des sessions sur plusieurs jours, donc à peu près une dizaine de sessions, 10 à 20 sessions par patient. On avait un groupe de près de 6 patients qui ont accepté de participer à ce genre d'expérience. Et donc, je crois que j'ai une vidéo qui montre le... Donc là, on est dans l'hôpital. Donc là, on ces électrodes intracrâniennes, donc c'est par exemple un enregistrement de l'hippocampe du patient. Et là, en temps réel, donc, on demande au patient donc, de bouger la boule et d'atteindre cette ligne. Donc, comme ce que vous connaissez de tous les neurofeedbacks, c'est relativement classique. Et dans ce cas-là, en tout cas, l'activité est intracrânienne. Non, c'est pas ça. Donc, voilà, là, il va bientôt y arriver. Voilà, il arrive à truc et il a des scores. Et on fait comme ça des sessions de 5 minutes environ. On en fait plusieurs et on fait des petites pauses pour qu'il se repose. Alors là, on a fait donc une étude sur 6 patients dans lesquels en fait, on a sélectionné en fait, des électrodes intracrâniennes à des endroits différents. Donc on a des structures très très différentes qui sont ici enregistrées. On a choisi les électrodes en fonction d'être les plus éloignés des réseaux épileptiques pour éviter une continuation d'activité anormale. Et on a particulièrement regardé en fait, l'évolution du θ. On a demandé aux patients de up-réguler, donc d'augmenter l'activité θ. Et on a observé, donc j'étais très surpris, on a observé pour tous les sujets qui étaient très facilement en fait, capables d'augmenter leur θ très localement. Donc à toutes ces zones qui sont très très différentes, il suffit de leur demander d'augmenter. Ils trouvaient une stratégie qui correspondait bien à ça et ensuite ils arrivaient à augmenter l'activité θ. Là, vous voyez toutes les sessions au cours du temps. Vous avez ici la puissance du θ en pourcentage par rapport à une baseline qu'on a pris tous les jours. Chaque couleur correspond à un patient. Et donc vous voyez à partir de ces interpolations linéaires, les lignes, que vous avez des trends qui apparaissent. Donc globalement, par rapport à le premier jour, en fait, on a une augmentation d'environ 30% chez ces patients. Il y a un patient, par exemple, le premier en bleu, qui a une augmentation par rapport au premier jour de 50% de l'amplitude du θ. Donc c'est quelque chose qui est quand même très très fort. Tous les patients ne sont pas toujours ont pas ce type d'évolution, mais néanmoins on a vu que 5 sur 6 patients qu'on a enregistrés avaient cette capacité de manière significative d'augmenter une activité θ dans une région particulière. On a regardé si cet entraînement autour du θ était spécifique à la bande θ. C'est pas sûr, peut-être il augmente l'ensemble l'ensemble des oscillations du cerveau et ça qui leur permettent d'une certaine manière d'augmenter le θ. Et en fait, c'est très spécifique. Ici, on a comparé en fait l'évolution du θ qui est en rouge par rapport à d'autres évolutions. Ici, dans l'alpha et dans le bêta, donc c'est la ligne noire et la ligne jaune. Donc là, on a les sessions au cours du temps. Et on a la grande moyenne pour tous les patients qu'on a évalués. Vous voyez que le θ est vraiment quelque chose qui est dominant. Et les rythmes augmentent un tout petit peu, les autres rythmes augmentent un tout petit peu, mais c'est surtout le θ qui augmente. Là, on a un patient, c'est le premier patient, a très bien marché. On voit en fait ici l'ensemble du spectre fréquentiel de l'électrode qu'on conditionne entre 0 et 30 Hz en fonction des différentes sessions. Et vous voyez l'apparition d'un pic au niveau du θ qui apparaît, qui augmente à chaque fois à chaque session. Donc on a vraiment quelque chose qui est très spécifique au niveau des fréquences.
On a aussi regardé dans l'espace, parce que ces patients sont enregistrés avec de multiples électrodes. Donc chaque patient correspond à une couleur ici. Vous voyez que l'implantation qui est faite est souvent en fait, enregistre de multiples zones cérébrales simultanément. Et on a observé, c'est que pendant cet entraînement du θ, en fait, désynchronisation des réseaux. En fait, ici, c'est un peu plus technique, mais on a regardé la cross-corrélation entre l'électrode qu'on conditionne et puis les autres électrodes. Donc vous avez ici, pour 2 patients ici l'ensemble des électrodes qu'on a enregistrées et les différentes sessions. Et la couleur correspond au couplage entre l'électrode qu'on conditionne et le reste. Et vous voyez au fur et à mesure des sessions en fait, qu'il y a une diminution en fait, de la corrélation qu'on voit ici ou qu'on voit ici. Et là, on le voit sur l'ensemble des sujets. Ça veut dire que pendant cet entraînement du θ, eh bien, ce qui apparaît, c'est que le θ localement augmente, mais il se découple d'une certaine manière dynamiquement du reste du cerveau. Donc c'est une observation très intéressante qui montre que ce phénomène de conditionnement du θ intracrânien est un phénomène qui est très local au niveau de leur cerveau et pas quelque chose qui est massif. En fait, on arrive à conditionner de manière très très locale l'activité du cerveau. On a aussi regardé en fait, le couplage que l'activité θ avait avec les activités gamma. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qu'on a montré, c'est que les activités en fait, gamma, donc beaucoup plus rapides, dans la bande entre 30 et 70 Hz, sont très très modulées par l'activité θ. Et si on regarde le couplage entre le rythme θ et les rythmes gamma, donc comme je vous l'ai dit, les rythmes apparaissent souvent co-apparaissent ensemble, les rythmes θ et les rythmes gamma apparaissent souvent ensemble, et que le θ module une certaine manière l'activité gamma. Et effectivement, au fur et à mesure des sessions de neurofeedback, on voit que le couplage entre le θ et le gamma augmente également avec l'apprentissage. Donc ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Ça veut dire qu'on module également, localement, l'activité gamma de l'électrode qu'on conditionne. Donc ça, c'est un peu notre schéma de travail, c'est qu'on arrivait donc par un certain nombre de stratégies à localement moduler en fait, les activités θ de certaines régions cérébrales, et que ces activités θ ont un effet sur les activités gamma, qui sont des activités beaucoup plus, disons, locales, par un couplage, ce qu'on appelle un couplage de phase, donc une activation particulière au niveau du temps de ces rythmes gamma. Également, on a montré, je ne vais pas le montrer ici, que l'activité gamma en fait, a un effet aussi sur les cellules. Et ça, c'est quelque chose qu'on a pu faire. Oui, je vais vous montrer ça un peu plus tard. Ce qu'on a montré également, c'est qu'en faisant ce neurofeedback, on peut très facilement aussi conditionner les rythmes gamma. Donc, c'est des rythmes beaucoup plus rapides. Et on a 6 patients qui ont accepté de participer à un protocole. Et on voit également, de la même manière que ce rythme θ qui sont plus lents, qu'on peut également moduler les rythmes beaucoup plus rapides dans le domaine gamma. Donc on a là 6 patients qui ont été enregistrés. Et vous voyez, la plupart du temps, c'est plus difficile que le θ, mais c'est possible. Et que certains patients donc, répondent très très bien et peuvent arriver à booster localement aussi leur activité gamma, donc beaucoup plus rapide de manière volontaire. Ici, à la Passé-la-Pétrière, on a aussi la chance d'avoir des médecins qui sont très motivés par la recherche. Et en particulier, on utilise en plus des électrodes à usage clinique chez les patients, des microélectrodes. Donc, la manière dont on travaille ici à Paris, c'est que les électrodes à usage clinique sont creuses et on peut mettre en chambre d'opération un faisceau de microélectrodes, que vous voyez par exemple ici, sont des toutes petites électrodes qui ont à peu près 40 microns de diamètre et qui sortent comme des petits cheveux à l'extrémité en fait, de l'électrode à usage clinique. Et bon, ça c'est l'électrophysiologie un peu plus basique, mais si vous enregistrez avec des microélectrodes un tissu cérébral, vous avez à peu près quelque chose comme ça. Donc vous avez en fait une sorte de background qui est très, très, très irrégulier et des activités beaucoup plus rapides qu'on voit ici, qui sont des potentiels d'action. Donc ce type de technique par microélectrode vous permet d'enregistrer l'activité des cellules in vivo dans le cerveau de ces patients. Donc on a un certain nombre de méthodes mathématiques qui permettent d'une certaine manière de détecter les cellules, mais en tout cas d'enregistrer ici des activités cérébrales qui sont de l'ordre de 1 mm3. Donc c'est vraiment des tout petits réseaux que vous pouvez d'une certaine manière enregistrer avec ce type de nouvelles technologies. Et là, sur 2 patients, c'est un scoop, sur 2 patients, on a demandé aux patients s'ils pouvaient d'une certaine manière volontairement contrôler l'activité des microélectrodes, ce qui a priori était impossible. C'est comment on peut volontairement moduler une activité d'1 mm3 dans le cerveau. Eh bien, en fait, chez ces 2 patients, on a essayé de faire la chose, ils ont réussi.
de manière très étonnante. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais les couleurs correspondent à l'activation des microélectrodes. Et là, en rouge, c'est lorsqu'on demande au patient de contrôler une activité particulière qui correspond à ces microélectrodes ici. Et on a en fait eu la chance, ce patient-là, d'avoir 2 faisceaux de microélectrodes qui ne sont pas très loin l'un de l'autre. Donc ce faisceau-là et ce faisceau-là. Donc là, vous avez l'espace. Là, vous avez les électrodes intracrâniennes, et là, vous avez les électrodes, les microélectrodes. Et là, on demande aux patients, donc, avec un feedback visuel, de la même manière, une boule qui monte et qui descend, de contrôler leur activité des microélectrodes, et ils arrivent très bien à le faire. Vous voyez, ici, vous avez une augmentation très radicale du niveau d'activité lorsqu'on demande lorsqu'on leur donne ce feedback visuel de ces activités. Et de manière surprenante, vous voyez que l'activité de la microélectrode qui est juste à côté, eh bien, elle ne se modifie pas du tout. Ça veut dire que très, très localement, ici sur quelques millimètres, vous arrivez à demander, le patient arrive à moduler une activité de son cerveau sans que ça affecte d'une certaine manière l'activité qui est autour, à quelques millimètres autour. Donc ça ouvre à mon avis quelque chose qui est particulièrement étonnant, qui est qu'en fait le neurofeedback, c'est pas que au niveau de l'EEG que c'est possible, mais c'est aussi possible au niveau de petits réseaux, ce qui est montré par l'intracrânien, donc à peu près 1 cm3 de tissu cérébral, mais ça peut descendre même au niveau du neurone. C'est qu'on peut vraiment, de manière volontaire, si on a un feedback visuel de l'activité, on peut arriver à contrôler des niveaux très élémentaires de la biologie et du système nerveux. Donc je pense que ça c'est un enjeu très très important pour la recherche fondamentale, parce qu'un des grands manques, à mon avis, d'après moi, dans le domaine du neurofeedback, c'est un peu les bases cérébrales. C'est de mieux comprendre ce qui se passe au niveau... si vous faites une consolidation, si vous faites une augmentation de l'alpha, qu'est-ce que ça veut dire véritablement au niveau du cerveau? Qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau des réseaux neuronaux? Et je pense que ces études sont importantes pour mieux comprendre en fait, tous les mécanismes de modulation qu'on appelle top-down, donc en particulier l'implication des oscillations neuronales dans ces processus de modulation. Également, les processus de neuroplasticité sont très intéressantes, et ici, ça ouvre la perspective de faire de la neuroplasticité de micro-réseaux. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment essayer de moduler l'activité de tout petits réseaux dans le cerveau, et ça ouvre la manière de mieux comprendre comment en fait, ces transformations des micro-réseaux peuvent être faites. Mais également, ça ouvre aussi le développement de thérapies extrêmement ciblées. Et dans le domaine de l'épilepsie, c'est particulièrement important, c'est que vous avez vraiment des petits réseaux qui sont pathologiques. Et peut-être cet accès, d'une certaine manière, conscient à l'activité, et cette possibilité de moduler l'activité et aussi de la transformer plastiquement, eh bien, pourrait être proposé dans le futur, bien sûr, comme une thérapie aussi pour ces patients qui sont pharmacorésistants. Donc c'est une des pistes que moi je suis. Mais également, donc, dans tout il y a un énorme domaine qui s'ouvre, qui est tout ce qui est enregistrement invasif. On n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais il y a beaucoup de centres dans le monde dans lesquels, souvent dans des situations dramatiques de tétraplégie, par exemple, on implante des puces et des microélectrodes. Donc c'est le célèbre projet de BrainGate qui a été inauguré par John Donegue, par exemple, et Matt Nagel, qui était la première personne qui a pu très facilement en fait, contrôler par ce micro-implant dans son cortex moteur un écran d'ordinateur. Donc la possibilité de neurofeedback est ici particulièrement dominante, particulièrement importante. Et ce que nos recherches montrent, c'est qu'on peut moduler une activité très très locale au niveau de microélectrodes si on donne cette information aux patients. Il y a également ce grand projet en France, qui est le projet de Alim Benabid à Grenoble. C'est le grand projet de Clinatech, le CE à Grenoble, qui développe en fait une sorte d'exosquelette pour les patients tétraplégiques. Donc les patients auront d'une certaine manière cette sorte de exosquelette robotisé autour d'eux, mais ce squelette va être piloté par la pensée, piloté par des micropuces aussi implantées. C'est un grand projet aussi à Grenoble autour de ça. Donc je pense que le neurofeedback a également une application dans ces domaines-là, dans lequel, en fait, au lieu de considérer le patient comme quelqu'un qui est un peu extérieur, eh bien de l'impliquer beaucoup plus. Essayer de voir que son cerveau peut se moduler, même à des niveaux extrêmement élémentaires, peut arriver à s'adapter de cette manière à ces technologies. Donc c'est ça qui, je pense, particulièrement important dans l'avenir du neurofeedback, en tout cas. Merci beaucoup. Ouais.